Bonjour, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Tony et Léon. Votre chien ou votre chat est senior et il boit beaucoup, urine beaucoup et est un peu fatigué. Et s'il était atteint d'une maladie hormonale qui s'appelle la maladie de Cushing. Alors qu'est-ce que la maladie de Cushing? À quoi est-elle due? Et comment peut-on la prendre en charge et la soigner? Je vous propose d'aller en parler avec le docteur Suzy Valentin, vétérinaire du service de médecine au CHV de Pommery. Suivez-moi. Bonjour Suzy. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir aujourd'hui avec Boubou. Avec Boubou. Que je n'oublierai pas de présenter, Boubou qui est un ravissant shih tzu qui a été toiletté spécialement pour le tournage. Tout à fait. Donc Suzy, je viens de voir aujourd'hui pour parler d'une maladie chez le chien, mais aussi chez le chat, hein, même si c'est plus rare chez le chat, que tu connais très bien, qui est la maladie de Cushing. Oui. On a l'équivalent en humaine. Bien sûr. Et donc, cette maladie de Cushing, c'est lié à une hypersécrétion de cortisol via notre petite glande qui se situe au-dessus des reins. Et tout ça, c'est contrôlé par justement l'hypophyse. Est-ce que tu peux nous en dire deux petits mots? Oui, alors le cortisol, nous on le connaît sous le nom de la cortisone quand on prend des comprimés de cortisone pour diverses raisons. Mais en fait, nous on en produit, notre corps en produit. Et ce sont ces deux petites glandes qui sont situées à peu près par ici, au-dessus des reins, qui s'appellent les glandes surrénales qui produisent le cortisol qui circule. Et puis, ces deux petites glandes, elles ne travaillent pas toutes seules, en fait, elles sont dirigées par un chef qui s'appelle l'hypophyse, qui se situe à la base du cerveau. Et ce chef dit aux glandes surrénales quand est-ce qu'il faut produire plus de cortisol ou moins. Et cette situation-là, en gros, plus ou moins, en gros, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Exactement. Voilà. Donc après, on va avoir des signes assez caractéristiques. Avant de parler de ces signes, je voudrais déjà parler quand même des chiens qui sont particulièrement concernés, voire des chats. C'est plutôt des chiens seniors, hein, au-dessus de 10 ans en général. Hein. Et c'est ça qui est assez caractéristique, c'est une pathologie du chien. C'est une maladie du chien gériatrique. gériatrique. Boubou, hein. Bah, elle a 10 ans, Boubou. Oh, Boubou, bah, tu les fais pas. Hein. Bah, non. C'est comme moi, les cheveux blancs, tu n'en vois pas. Bon, et donc, par contre, il y a des races qui sont assez concernées. Moi, j'avais un Yorkshire Terrier, voilà, typiquement. Exactement. Moi, mon chien précédent était un Lhasa Apso, donc dans la même catégorie. Elle aussi, elle a eu un syndrome de Cushing. Et puis les caniches aussi. Ouais. Sont bien représentés. Les Jack Russell un peu? Oui, aussi. D'accord. Donc surtout, c'est un chien qui a des signes assez caractéristiques. Un des premiers signes, et on va vous apprendre un petit mot aujourd'hui, donc qui est la PUPD, polyuropolydipsie, c'est-à-dire un chien qui boit beaucoup, qui urine beaucoup. Voilà. Mais pas que, il y a des signes aussi cutanés caractéristiques. Oui, alors, ce cortisol, en fait, moi j'explique toujours que si vous prenez de la cortisone, vous en comprimez, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir faim, vous allez avoir soif, et puis vous allez gonfler. Ouais. Alors eux, bah, c'est pareil, ce sont des chiens qui boivent beaucoup et font beaucoup plus pipi, comme tu disais, c'est des chiens qui ont faim. Oui. C'est un peu la caractéristique qu'on nous apprenait dans nos écoles véto d'un petit tonneau sur 4 allumettes. C'est ça. Désolée Boubou, c'est pas pour toi. Ils vont prendre en fait surtout au niveau de l'abdomen parce qu'en fait le foie, ne t'inquiète pas, Boubou est un chien très Boubou, elle a peur des caméras. Le foie va stocker, donc on va avoir un chien qui va s'arrondir vraiment, comme tu dis, comme un tonneau au niveau du foie. Et puis l'autre chose qui est très caractéristique, c'est les lésions cutanées. Ouais. Et ces chiens, ils vont perdre leur poil, on appelle ça une dépilation symétrique, c'est-à-dire qu'ils perdent leur poil de manière symétrique, en général c'est sur les flancs. Et puis les autres choses que l'on retrouve chez ces chiens, c'est qu'ils vont faire des infections plus souvent, donc de la peau en particulier, des infections urinaires aussi. Et puis aussi une fatigabilité, une intolérance à l'effort, et puis des chiens qui vont haleter plus aussi. Oui, donc de toute façon, c'est surtout donc ça qui doit alerter. En tout cas, le chien qui est plus fatigué qu'avant, qui mange beaucoup, qui urine beaucoup, boit beaucoup. Et donc, sous ça, c'est lié. Alors, il y a deux possibilités. Soit, justement, ce cortisol qui est surproduit par l'hypophyse. Et on peut aussi avoir des petites tumeurs au niveau des glandes des surrénaliennes. Oui, donc dans les deux cas, c'est une petite tumeur ou une grosse tumeur, mais là, dans la majorité des cas, ce sont des petites, qui est responsable de cette surproduction. Donc on a parlé de ces surrénales qui produisent. Donc cette tumeur, soit elle est située sur une des surrénales et elle produit trop elle-même, soit c'est le chef qui est atteint, donc l'hypophyse, qui est porteur, atteint d'une petite
tumeur ou d'une grosse tumeur et qui dicte au deux surrénal de fabriquer plus, mais plus de manière anormale. Voilà, exactement. Donc, le plus fréquent, excuse-moi, j'allais te dire, dans 85% des voilà. cas, c'est... Je te laisse la parole. Donc, dans 85% des cas, l'origine, on appelle ça une origine centrale ou hypophysaire, et donc l'origine vient de cette petite tumeur qui est à la base du cerveau. Et dans la majorité des cas, c'est une petite tumeur qui ne pose pas de problème au niveau central. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de signes neurologiques, sauf si on laisse vraiment évoluer l'imprégnation du corps par la cortisone. À ce moment-là, ils peuvent avoir des problèmes à marcher. Mais ce n'est pas comme s'ils avaient une grosse tumeur au cerveau, sauf dans un petit pourcentage des cas où là, il y a ce qu'on appelle un macroadénome. Et là, ces macroadénomes, là, ça va altérer l'état de vigilance. Là, c'est plus grave. Oui. Ce qui se passe aussi donc, au niveau cutané, en plus de ces dépilations bilatérales, c'est qu'on a aussi la peau qui est hyper pigmentée, qui est très noire. Oui, avec des comédons. Voilà, ce qui est assez caractéristique. Tout à fait. Les comédons, alors si tu peux préciser, parce que les comédons, c'est les points noirs. Donc voilà, ces petits points noirs. C'est ces petits points noirs. Et donc, en fait, cette pathologie se soigne de manière chronique, à vie, mais l'animal tolère bien, sauf s'il y a une autre pathologie sous-jacente qui est le diabète. Et là, dans ce cas, parfois, on peut avoir des cas, moi c'était le cas de mon chien, qui avait et un Cushing et un diabète. Donc là, double traitement. Et là, en plus, le diagnostic est parfois plus difficile à faire. Ouais. Parce que le test que l'on fait pour le syndrome de Cushing, c'est un test qui peut être influencé par d'autres maladies. Donc du coup, des fois, on a plus de mal à être certain que c'est bien cette maladie-là qui pose problème. Donc c'est justement pour le diagnostic, le propriétaire qui voit que son animal boit énormément, urine beaucoup, il ne faut pas mettre ça sur le compte d'une incontinence parce que parfois on peut penser, ils viennent nous voir pour une incontinence, mais ça n'a rien à voir avec une incontinence en fait. C'est juste qu'ils ne peuvent plus se retenir, ils peuvent plus se retenir, exactement. Et là, dans ce cas, donc, le chien, Boubou, arrive chez donc, le vétérinaire et là, on lui fait justement une prise de sang pour faire un freinage justement du cortisol qui va nous permettre de poser un diagnostic de certitude, Suzy? Oui, alors bon, en tout cas c'est le test, parce qu'il existe un deuxième test qui s'appelle le test de stimulation, mais à l'inverse, ce test de freinage, alors il est un petit peu plus long, puisque en fait on garde l'animal hospitalisé sur une journée, on fait 3 prises de sang, mais c'est le plus fiable. Pour diagnostiquer la maladie. Le principe, c'est qu'en fait, dans le corps, et en particulier au niveau des surrénales et de l'hypophyse, il y a des petits détecteurs au cortisol. Ce test s'appelle un test de freinage faible en fonction de la dose. On va injecter au chien pour lequel on suspecte un syndrome de Cushing une petite dose de cortisone. Et on va voir comment réagit le corps. Si le corps fonctionne normalement et qu'il n'y a pas de syndrome de Cushing, comme on donne de la cortisone au corps, il arrête d'en produire. Dans la situation du syndrome de Cushing, même si on lui en donne, ces petits détecteurs ne fonctionnent pas et ils continuent. Ouais. Donc ça, en effet, ça nous permet la plupart du temps de poser un diagnostic initial, c'est-à-dire la présence de la maladie. À la suite du test, justement, pour savoir si le freinage du cortisol se fait bien ou pas, il y a des examens d'imagerie qui ont lieu. Oui. L'échographie, entre autres? Exactement, l'échographie parce que en fait, le but de ces examens d'imagerie, parce qu'on peut se dire, ça y est, on a fait le test, on a trouvé la maladie, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? On a dit qu'il y avait 2 origines possibles et le traitement va différer en fonction de ces origines. Donc, on va avoir recours à l'imagerie pour aller chercher d'où vient la maladie. Et l'échographie abdominale, elle est facile parce qu'elle est accessible. Oui. Il n'y a pas besoin d'anesthésie. Tout à fait. Et elle va nous permettre d'aller voir, alors non, on ne peut pas voir l'hypophyse par écho, mais on va aller voir la taille de ces petites surrénales, les petites glandes qui produisent le cortisol. Et ça va déjà nous donner un bon indicateur de l'origine. Tout à fait. Et si jamais, alors là, moi, c'était juste pour caresser Boubou, je te rassure, c'était pas pour montrer. Mais justement, sinon, on a recours après à l'IRM, si on a un doute et qu'il y a peut-être une tumeur au niveau de l'hypophyse. C'est ça, c'est-à-dire que l'IRM permet de mieux voir que le scanner, par exemple. L'IRM est sous anesthésie générale, mais en effet, elle va aller permettre d'identifier s'il y a la présence d'une petite tumeur à cet endroit-là. Voilà, donc il faut rassurer, tout le monde sait qu'il y a un traitement dans le cas où justement ce sont justement au niveau des surrénales ou des petites alors ça se traite plutôt bien. Voilà. Par contre, si vraiment là on a une grosse tumeur, évidemment le traitement ne sera pas le même comme tu le disais. Ouais. En fait, en particulier pour ces tumeurs surrénaliennes, s'il n'y a une tumeur que d'un côté,
on envisagera la chirurgie. Mais cette chirurgie, elle est quand même assez invasive. Alors, pour un chirurgien expérimenté, c'est pas un souci. Mais c'est vraiment la caractéristique de la tumeur. Si elle est trop grosse, si il y a des gros vaisseaux qui passent par là, la veine cave, l'aorte, si cette grosse tumeur, elle va s'infiltrer dans ces gros vaisseaux, on ne prendra pas le risque d'opérer. Et à ce moment-là, on donnera un traitement médical qui finalement est le même que celui qu'on donne quand c'est une petite tumeur. Au niveau de l'hypophyse. Cette petite tumeur, on appelle ça un micro-adénome. Ouais. Et dans ce cas, le traitement, donc s'il y a vraiment une tumeur qui est plus infiltrante, là c'est de la radiothérapie à laquelle on a recours. Au niveau du cerveau, oui. Quand c'est un macro-adénome, si elle est grosse en fait, et si tout à l'heure on parlait d'une altération de la vigilance, là oui, là il va falloir avoir recours à la radiothérapie. Par contre, si c'est un Cushing classique entre guillemets, là on a un traitement qui va être pareil, à vie, quotidien. Oui, par voie orale. Par voie orale, ça, voilà. C'est beaucoup plus facile. Il faudra faire un suivi de ces patients pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on ne tombe pas toujours sur la bonne dose dès la mise en place du traitement. En fonction des chiens, les doses varient. Donc il va falloir répéter les tests pour trouver la bonne dose. Et puis ensuite, on espacera, mais il faudra quand même régulièrement contrôler ces tests pour être sûr qu'on est encore et toujours à la bonne dose. Ça, c'est la première chose. Puis il y a d'autres choses à suivre. La première, c'est la tension, la pression artérielle. Ces chiens qui sont atteints du syndrome de Cushing sont souvent hyper tendus. Et ça, on sait que ça prédispose à des maladies vasculaires. Et donc, il va falloir traiter aussi cette hypertension. Et puis aussi, on va aller rechercher les protéines qui peuvent être dans les urines à cause de cette maladie. Concernant les tumeurs qui sont un peu plus graves, c'est vrai que c'est moins gai d'en parler, mais néanmoins, il y a quand même des races un peu prédisposées. Hein. On parlait du labrador. Oui, exactement. Et souvent, chez le labrador, c'est des tumeurs au niveau de l'hypophyse et de grosse taille, donc du macro-adénome. Voilà, mais qui peuvent se traiter et on peut quand même prolonger la durée de vie de son chien. Donc là, il y a quand même des choses qui permettent d'améliorer la qualité de vie. On a fait des épisodes d'ailleurs en oncologie avec le docteur David Sayal. Je vous conseille de revoir ces épisodes. Et alors Suzy, justement, tu me disais que tu avais écrit un article sur le Cushing du chat, parce que c'est très rare le Cushing du chat, mais ça existe. Mais ça existe, et ça se présente complètement différemment chez le chat que chez le chien. Alors déjà, c'est une maladie qui est rare, mais c'est peut-être une maladie qui est sous-diagnostiquée aussi. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, très souvent, ce qui est diagnostiqué en premier, c'est le diabète. Alors que chez le chien, il existe, bien sûr, il peut y avoir un diabète, comme ton chien, tu disais, ton petit York, il avait un diabète et un Cushing. Chez le chat, en fait, c'est 80% des cas, c'est quasiment systématique. Et on va avoir tendance à se focaliser sur ce diabète, à essayer de l'équilibrer, et on n'y arrive pas. Et donc, dans ces situations, il ne stresse plus. Dans ces situations où on n'arrive pas à équilibrer un diabète, on va aller rechercher pourquoi. C'est pas normal, normalement, un diabète, on l'équilibre, et on va creuser. Et on appelle ça des causes d'insulinorésistance et on va rechercher ce syndrome de Cushing. L'autre chose qui est typique chez le chat et qui n'est pas du tout décrit chez le chien, c'est ce qu'on appelle un syndrome d'hyperfragilité cutanée chez le chat. Et alors là, ça peut être gravissime. Donc par exemple, c'est des chats, juste en les prenant par la peau, elle peut se déchirer dans nos mains. Donc c'est quelque chose de... quand on en arrive là, si la peau est déchirée, là il y a un problème d'infection et de choses comme ça qui rendent la maladie difficile à traiter. D'accord. Bon, en tout cas, merci Suzy pour toutes ces informations, cet échange. Merci à toi Boubou, tu étais adorable et là tu nous montres enfin ta tête. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si vous avez été concerné par la maladie de Cushing, n'hésitez pas justement à nous laisser en commentaire vos expériences. Moi, c'était un sujet qui me plaisait parce que c'était le premier diagnostic que j'avais posé justement sur mon chien en sortant fraîchement de l'école véto. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Tony et Léon, vous abonner, liker, partager cet épisode. Et à très bientôt. Merci beaucoup Suzy. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.